Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais. Nous nous intéressons ce soir aux millions, aux milliers de millions, aux centaines de milliers de millions que tout le monde réclame, dont tout le monde a l'air d'avoir un urgent besoin depuis le début de la crise. Et on s'y intéresse avec 6 invités. Henri Emmanuelli, vous êtes député des Landes, président du Conseil général des Landes, membre du Parti socialiste. Vous avez été secrétaire d'État au budget de 83-86, président de l'Assemblée nationale de 92 à 93 et premier secrétaire du PS de 94 à 95. Aujourd'hui, vous êtes membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et j'ajoute pour l'anecdote qu'avant votre premier mandat de député, vous avez travaillé plusieurs années dans une banque d'affaires. Lim Mang Nok, vous êtes économiste, maître de conférence à la Sorbonne, délégué national à l'économie au Parti socialiste. Vous êtes l'auteur de Vive l'impôt, de 10 plus une question sur la dette et des Sarconomics. Patrick Bonaza, vous êtes journaliste, rédacteur en chef du secteur économie du magazine Le Point. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Les Goinfres, qui était une enquête sur l'argent des grands patrons français, d'un autre qui avait pour titre Les patrons sont-ils trop payés? Et vous venez de publier Les banquiers ne paient pas l'addition. Samy Cabage, vous êtes un ancien trader, désormais professeur agrégé d'économie à l'université Paris-Dauphine. Vous avez écrit L'art du trading et psychologie des grands traders. Agnès Verdier-Molinier, vous êtes spécialiste en histoire économique contemporaine. Vous êtes depuis 2002 vice-présidente de l'IFRAP. Alors c'est l'Institut français pour la recherche sur les administrations publiques. Et le 14 octobre, Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances, vous a nommé membre du nouveau comité exécutif du CODIS, qui vise à mieux faire la pédagogie de l'économie auprès des Français. J'ajoute que vous avez publié dernièrement La mondialisation va-t-elle nous tuer ? Et enfin, Jérôme Chartier, vous êtes député maire UMP de Daumont dans le Val d'Oise, vous êtes porte-parole de l'UMP pour le budget et membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale, comme Henri Emmanuelli. Alors, tout le monde veut des millions, l'État, des millions, des milliers de millions, des centaines de milliers de millions, mais c'est vrai, vous avez raison, des milliards d'euros. Bien sûr, les banquiers, les assureurs, les entreprises, les patrons, les salariés, les retraités, on l'a vu dans le Soir 3, les travailleurs pauvres pour le RSA, j'ajoute même, puisqu'on est ici sur France Télévisions, France Télévisions, le service public pour compenser la publicité, l'Élysée qui a augmenté son budget. Je propose de regarder une petite compilation de tous ces millions, tels qu'on les voit justement dans les différents journaux télévisés. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. 360 milliards d'euros promis par Nicolas Sarkozy pour sauver les banques françaises. C'est 38 fois le trou de la sécurité sociale, pourtant présenté chaque année comme une catastrophe nationale. Il peut très bien y avoir une réforme avec maintien provisoire de la publicité. Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour une période de transition, suspendre cette mesure? Il est à hauteur de 800 millions d'euros, c'est ça? Oui, et affecter le produit que l'État entendait apporter aux chaînes publiques auxquelles on retirait de la subvention, affecter ce produit au financement du RSA. Le plafonnement des niches dégagera 200 millions d'euros, une somme modeste comparée aux 1,5 milliard obtenus avec la taxe de 1,1% sur les revenus de l'épargne et du patrimoine. Il y avait un manque, il y avait un trou d'1,5 milliard à peu près. Eh bien, ce 1,5 milliard, il est financé à plus de 50% par 5% des contribuables les plus aisés. Bernard Accoyer a, semble-t-il, beaucoup réfléchi. Il suggère à titre personnel, dans un entretien aux Échos, de lancer un grand emprunt national pour aider le secteur bancaire. Et les Français expatriés à l'étranger seraient amnistiés fiscalement s'ils souscrivaient à ce même emprunt. Terminer les parachutes dorés en cas d'échec des dirigeants. Laurence Parisot était très attendue sur ce point alors qu'elle avait déjà condamné l'indemnité de départ de plusieurs patrons, comme l'ancienne dirigeante d'Alcatel-Lucent, Patricia Russo, près de 6 millions d'euros annoncés en juillet alors que l'entreprise est en grande difficulté. La polémique ne fait sans doute que commencer. Fixé à 112 millions d'euros pour 2009, le budget de l'Élysée sera discuté à l'Assemblée nationale le 13 novembre prochain. Depuis ce matin, dans ce point de vente du 15e arrondissement, les joueurs ont été plus nombreux que d'habitude. Avec une cagnotte record de 130 millions d'euros, tout le monde vient tenter sa chance. Alors, d'où viennent tous ces millions ?
Quand on entend, on jongle avec les millions. Là, dès l'instant, on regarde la télévision, on a l'impression que tout le monde veut des millions et qu'il y a des millions partout. D'où viennent-ils? Enfin, ça dépend lesquels. Là, ceux du loto, on sait d'où ça vient. Oui, c'est de la joueurs. poche des parieurs d'abord. Oui. Enfin, c'est comme ça que ça marche et c'est quand même l'une des ressources de l'État qui est pas neutre. Ça rapporte beaucoup d'argent à l'État. Puis le RSA, on l'a vu, on sait d'où ça vient, 1,5 milliard d'euros. C'est-à-dire cette fameuse contribution de 1,1% sur les revenus du capital. Donc ça aussi, c'est identifié. Et puis, populaire. Une classe moyenne. Henri Emmanueli, si vous voulez, on va entrer dans le débat tout à l'heure. On a l'habitude de débattre ensemble, c'est toujours un vrai plaisir et un bonheur. Vous êtes à la commission des finances de l'Assemblée nationale. On a l'habitude et on se connaît en plus. Donc par conséquent, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais si on fait une sorte de rapid screening sur les milliards, les millions, les 360 milliards, les fameux 360 milliards dont on parle, pour il y a les deux banques, parties. Pour les banques. Il y a deux parties. Il y a une partie, 320 milliards, c'est de la garantie d'emprunt. Il y a une autre partie, 40 milliards, ça, c'est des participations possibles de l'État dans les établissements bancaires. Donc c'est deux choses bien différentes, c'est deux réalités bien différentes. Vous voulez dire que les 320 milliards, c'est une garantie, mais on n'est pas obligé de les donner. On n'est pas obligé de les avoir. On n'est pas obligé de les avoir. Et surtout, l'État n'est pas obligé de les dépenser. Ça signifie quoi? Ça signifie que, on entend beaucoup dire en ce moment, mais ça va coûter très cher 320 milliards. Ben non. Si tous les emprunts sont remboursés, ben ça ne coûtera rien. Si bien sûr il y a des emprunts qui sont défaillants, effectivement là ça peut commencer à coûter. Mais c'est la raison pour laquelle lorsqu'on dit, moi je l'entends beaucoup en ce moment de la part de quelques responsables socialistes, que le budget n'est pas sincère parce qu'on ne prend pas en compte les conséquences des garanties d'emprunt, mais on ne peut pas les prendre en compte. Parce que d'ici 1 an seulement, on saura s'il y a des emprunts qui ne seront pas remboursés. Pas tout de suite. Et puis, deuxième chose, s'agissant des 40 milliards, les fameux 40 milliards, qui sont des prises de participation potentielles dans les établissements bancaires. Bon, on a vu ce qui s'est passé avec Dexia. Dexia, qui n'en pouvait plus, a demandé une augmentation de capital. Il y a la Belgique, le Luxembourg, la France, qui ont participé à cette augmentation de capital, 6 milliards d'euros pour faire simple. Là, il y a 40 milliards pour les seuls établissements bancaires français. Mais en même temps, on sait autre chose, que la situation des établissements bancaires français est plutôt bonne, voire très bonne, s'agissant des fonds propres. Ce qui fait qu'il y a de fortes chances que ce fonds de 40 milliards ne serve pas. Mais si toutefois c'était nécessaire, alors ce fonds pourrait servir. Alors là, en revanche, pour être très clair, ça c'est de la dépense budgétaire directe. C'est-à-dire ces 40 milliards, il faut les sortir de quelque part, et en l'occurrence, il faudrait les sortir du budget. Voilà la réalité et surtout la distinction entre les 320 milliards de la garantie d'emprunt et les 40 milliards des fonds propres potentiels. Henri Emmanueli. Bon, alors là, vous avez eu la vision UMP. Elle est pas fausse à 100%, mais il y a quand même quelques précisions à apporter. D'abord, sur le 1,5 milliard du RSA, les niches fiscales, comme on dit, vont contribuer, mais on ne sait même pas combien pour l'instant. On a un amendement de principe, on ne sait pas combien il rapporte pour 200 millions, et le reste, donc 1 milliard 300 millions, ça va être pris sur l'épargne des catégories populaires et des classes moyennes, puisque tous ceux qui bénéficient du bouclier fiscal ne vont pas être touchés, ce qui est quand même, par les temps qui courent, quelque chose d'assez ahurissant, quoi. Je crois que ça fait des dégâts, même y compris à l'intérieur de la majorité. Sur les 320 milliards, pour faire vite, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la prudence minimum serait qu'on provisionne ce fonds, c'est un fonds de garantie. Il faut dire au passage, pour ceux qui n'ont pas les référents en mémoire, qu'on nous a expliqué un jour que la Banque centrale devait devenir autonome, moyennant quoi on est obligé aujourd'hui de réinventer une banque centrale, n'est-ce pas, de retransformer l'État en banque centrale à côté, l'autre ne pouvant plus remplir son usage. L'autre, c'est la Banque européenne. Non, c'est la Banque centrale française. La Banque centrale française, ah oui. Je me souviens d'être monté à la tribune en 93 en disant qu'est-ce qu'on nous fait faire là. Oh ben, j'étais jeune archaïque, je ne comprenais pas. Je n'avais pas compris qu'effectivement en 2008, il faudrait en faire une autre à côté, sur le dos des contribuables. Mais moi, je pense quand même que la sagesse serait de provisionner ce fonds. Parce qu'on dit, ça ne coûtera rien. Je ne sais pas, comme vous, si ça coûtera ou pas. Mais en général, quand on fait une société de caution mutuelle, quand même, on provisionne un minimum. Donc je pense que si on gérait de façon sérieuse, on ferait une provision, alors pas énorme, je ne sais pas si c'est 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, sur 320, hein, mais on devrait le faire. Enfin, sur les participations, moi je suis un petit peu choqué de voir, par exemple, dans l'affaire Dexia, je l'ai dit en commission, la France a mis près de 6 milliards, tout ça pour... La moitié. 3 milliards.
on a augmenté de 6 milliards, pardon, vous avez raison, on a eu 2 et 1, 2 la Caisse des dépôts, 1 par emprunt. Je pense que ça valait un peu plus que la participation que nous avons. Parce que sans ces 3 milliards d'apports français, Dexia, ça valait plus grand-chose. Bon, là, je trouve qu'on a été pas très dur en business, je dirais ça comme ça. On a été très gentil avec le milieu bancaire. Agnès, vous veuillez prendre des notes. Donc. Effectivement, hein, je crois que... Pas pour parler de Dexia. Hein. Les 360 milliards, il faut bien le rappeler, c'est pas un chèque qu'on fait aux banques, quoi. Ça n'a rien à voir. Et c'est la première fois que l'État, en plus, finance sa garantie, demande une commission sur sa garantie. Donc il fait payer sa signature. Donc là, on n'est pas du tout dans un système, comme on a pu évoquer parfois, nationalisation, etc. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce qu'on aurait peut-être fait face à une crise comme aujourd'hui, il y a 20 ans ou 30 ans, c'est-à-dire nationaliser les banques qui sont éventuellement en péril ou qui vont venir taper à la porte, aujourd'hui, c'est vraiment pas du tout le cas. Ce ne sont pas des nationalisations et c'est pas un chèque de 360 milliards qu'on fait comme ça. Donc ça, je crois qu'il faut le redire parce que ça n'impute pas le budget, c'est pas une dépense budgétaire et je crois qu'on a fait beaucoup d'amalgame sur cette question. Il y a les 40 là, vous convenez les 320 et les 40 là. Moi, je parlais des 40 là. Et là, vous parlez des 320. Aussi un peu, hein. Voilà. Tout à l'heure, en disant qu'il fallait les provisionner. Vous dites c'est pas une nationalisation. Mais écoutez, il faut être sérieux quand même. Sans la signature de l'État, tout ça ne tient pas debout. Alors, il faut quand même rappeler... Après, on peut jouer avec les mots. Vous avez raison juridiquement. Juridiquement, c'est pas une nationalisation. Juridiquement, formellement. Mais enfin, si on prend ça d'un point de vue du banquier, c'est-à-dire l'analyse du risque, qui prend le risque et grâce à qui ça existe ou ça n'existe pas, c'est la signature de l'État. Je crois qu'il faut quand même rappeler que c'est sans cette garantie de l'État, il n'y a plus de système interbancaire de prêt entre les banques, il n'y a plus de possibilité de crédit pour les ménages et pour les entreprises. Donc c'est l'effondrement du système. Et c'est ça qui est très important. Patrick Benazza. En fait, l'État fait voir qu'il a beaucoup d'argent, mais pour surtout ne pas s'en servir. L'idée, c'est pas de sortir l'argent, c'est pour dire, pour que vous puissiez vous parler, que les banques se parlent entre elles, bon, je vous donne ma garantie, mais le fait même de dire je vous donne ma garantie devrait normalement inciter les gens à ne pas faire jouer cette garantie. Alors, est-ce que ça va coûter, est-ce que ça va coûter, est-ce que ça va coûter ou pas? Mais il faut attendre la fin de la partie. Parce que vous pouvez très bien arriver après un certain temps et ne rien avoir dépensé. Et vous pouvez même gagner. Parce que si vous prenez des participations dans des banques, par exemple au niveau 100, et que vous les revendez plus tard au niveau 200, vous allez faire des bénéfices. Donc on est dans le... Alors, non, c'est pas une... Ah non, j'ai pas dit... Ah non, non, avec Alstom, c'était plutôt une bonne affaire. J'ai pas dit que votre raisonnement, Cédric. Donc, je veux dire, on peut très... Il y a deux solutions. Ou c'est la catastrophe, et alors les 360 milliards n'y suffiront pas, et alors là, je ne sais pas ce qui se passe, on retourne à l'état de nature, ou si ça se passe bien, l'État ne perdra rien. Ça a été conçu pour ça. Mais moi, maintenant, si vous me demandez un pronostic, la catastrophe ou ça ira bien, aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Écoutez, moi, je trouve la situation surréaliste. On a l'impression que le nuage est resté à Tchernobyl. Bon, il faut être sérieux quand même. Lorsque le président de la République réunit... Pas avec un plan à 360 milliards. Lorsque le président de la République réunit les dirigeants de compagnies d'assurance et de banques, j'ai le sentiment qu'il se rend compte qu'il y a des pommes pourries un petit peu partout. Autrement, comment comprendre qu'il téléphone à Angela Merkel, qu'il essaye de monter une caisse de défaisance ou de recapitalisation à l'échelle européenne, au risque de provoquer une spéculation à la baisse sur les valeurs françaises? Je ne pense pas. Et là, je sais gré à Nicolas Sarkozy d'avoir fait ça. Je ne pense pas que c'est une opération de communication sur cette affaire. S'il l'a fait, c'est que c'est grave. Et moi, j'aimerais qu'il nous dise la vérité. Donc les pommes pourries, pardon, les pommes pourries pour vous, ce seraient des banques françaises qui regardons la situation. Les Américains ont mis 700 milliards dans une caisse de défaisance. Ça n'a pas suffi. C'était comme si on perfusait un malade victime d'une hémorragie interne. Ils en ont rajouté 250 milliards. Et là, c'était pour nationaliser. Les Britanniques ont déjà utilisé 46 milliards de cette caisse de capitalisation du plan de l'Eurogroupe pour nationaliser la moitié de leur système bancaire. Et vous allez nous faire croire que la France ne va pas être atteinte par le mal? Non, moi je pense que...
Oui, alors attendez. Alors, Les 40 milliards, il faut que les téléspectateurs se rendent compte de ce que c'est 40 milliards. C'est peut-être pas ce dont on a parlé depuis le départ. Non, juste terminer. Qu'est-ce que c'est 40 milliards alors? Parce que sinon on peut parler de tout et puis tout mélanger. Pardonnez-moi, mais